Coucou tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler du match France-Maroc, semi-finale de Coupe du Monde. Déjà, France-Maroc, semi-finale de Coupe du Monde, c'est déjà historique et je suis très heureux et très honoré de faire une vidéo déjà pour ça. Maroc, première équipe africaine arrivée en semi-finale en battant, bien sûr, la Belgique, le Canada, la Croatie. Ils n'ont pas battu la Croatie, mais ce que je veux dire par là, ils sont passés des phases de poule. Ils étaient dans un pool de la mort, ils ont fini premier. Ils ont battu l'Espagne, ils ont battu le Portugal. Maintenant, ils font face à la France. Et là, franchement, on va pas se mentir, le Maroc, c'est un parcours de titan, un parcours titanesque et franchement, bravo. Et on va faire une vidéo pour analyser le jeu du Maroc, le jeu de la France, et on fera un petit pronostic à la fin. Donc déjà, commençons par analyser le jeu de la France. Le jeu de la France, on connaît tous cette équipe de France. On connaît tous le niveau des joueurs qu'ils possèdent et le calibre des joueurs qu'ils possèdent aussi. Mais le jeu de l'équipe de France, c'est un jeu très défensif et on le sait. Didier Deschamps est reconnu pour son style défensif. Et ça se voit par rapport à la défense où il maligne Jules Koundé, Rafa Varane, Konaté ou Pamecano et Théo Hernandez. C'est comme 2018, franchement, où tu as Lucas Hernandez, qui est le frère de Théo, qui est très offensif, deux centraux très physiques et très forts, et un latéral droit qui n'est pas forcément un latéral droit. Parce que Benjamin Pavard aussi n'est pas un latéral droit comme je le connais, c'est un défenseur central de métier qu'on fait jouer au poste du latéral droit. C'est le latéral défensif, c'est-à-dire que si l'équipe monte, tu joues même pas à 4, tu joues à 3. Il y a 3 défenseurs et Théo peut monter, donc ça fait un 3-4-3. Et là, je dis franchement, bravo à l'équipe de France pour une chose, c'est d'avoir aligné une équipe aussi compétitive avec autant de blessés, c'est-à-dire autant de joueurs hors liste, c'est-à-dire qu'on parle de Paul Pogba, N'Golo Kanté, Karim Benzema et d'autres gens, et j'en passe. Donc franchement, équipe Presnel, équipe MB, et j'en passe. Mike Maignan, second gardien. Donc franchement, c'est une liste. Bon, si on commence à faire la liste des joueurs de l'équipe de France qui sont pas là, il y en a encore plein. Il y en a encore plein. Et qui auraient mérité d'être là, il y en a encore plein. Et franchement, ils ont une équipe, c'est-à-dire un 11. Pour moi, je dis même pas ils sont 11, pour moi il y a 14 joueurs, parce que même Didier Deschamps, on voit dans les matchs, il fait les mêmes changements. Il y a des joueurs qui sortent pas du banc. Peut-être ils sortiront du banc, peut-être qu'en cas de blessure, mais Didier Deschamps a son 11 et il a ses joueurs, il a ses remplaçants, il sait qui monter et peu importe la condition du match, il fera ses changements, il va jamais changer. C'est le seul défaut que j'accorde à cette équipe de France, que la seule fois, le seul match où ils ont fait tourner, ils ont perdu face à la Tunisie. Et je pense que Didier Deschamps, il va continuer avec ce même 11, ce même 13-14 joueurs qu'il a, ces joueurs de confiance, qui va miser tout dessus et il va essayer de battre le Maroc. Maintenant, comme je le dis, l'équipe de France, c'est une base, c'est un type de faux 4-3-3 qui se transforme, qui se métamorphose rapidement en un 3-5-2. Je m'excuse. 3-5-2 avec un Antoine Griezmann en électron libre et un Kylian Mbappé et un Olivier Giroud un petit peu plus axial. Et ça s'est vu par exemple lors du match du Danemark où Kylian Mbappé était vraiment plus axial parce que Théo Hernandez prenait le côté en permanence. Donc, comme je dis, c'est une équipe qui peut s'adapter rapidement. Tout dépend du système qui sera en face. Maintenant, ils vont jouer face à une équipe qui, eux, non, n'encaissent pas. Ils ont encaissé qu'un seul but et c'est un contre son camp. Maintenant, quand tu joues, bien sûr, on va nommer les équipes qui ont joué. La Croatie, qui n'a pas vraiment d'attaquant. Quand tu joues la Belgique, qui n'est pas la Belgique qu'on a connue et qu'ils n'ont pas joué contre Lukaku à son meilleur niveau, on retrouve une équipe de Belgique qui, bref, ils ont joué le Canada qui était le petit pousset et ils ont battu le Canada et ça s'est fait par un pressing ultra offensif qui a marché à la perfection et c'est pour ça que les deux buts, déjà le premier but face au Canada c'est une erreur du gardien tellement le pressing était haut. Ensuite ils ont joué face à l'Espagne qui a aligné une équipe de milieu de terrain, c'est-à-dire il y avait même pas de vrai neuf, ok. Et ils ont joué le Portugal qui, lui, qui au lieu de jouer son jeu face à comme ils ont joué face à la Suisse,
de garder le dynamisme et la solidité défensive avec William Carvalho, ils ont décidé de jouer long avec Ruben Neves. Donc, comme je vous dis, le parcours du Maroc, c'est un parcours pour analystes, pour les gens qui font des analyses football, c'est logique. Parce que les équipes qui jouent face au Maroc, comme par exemple, je pense, le Portugal, a changé son style de jeu devant le Maroc. Et je pense que la France ne va pas faire cette erreur-là de changer son style parce que la France gagne comme ça et la France va continuer à gagner comme ça parce qu'ils ont un entraîneur qui n'aime pas trop le changement. Ils ont essayé avant la Coupe du Monde de changer les équipes, d'intégrer certains joueurs, d'essayer de trouver un nouveau style à trois défenseurs. De base, ça ne marchait pas. Et Didier Deschamps, il est parti, il a dit en conférence de presse, je pense que c'était l'un des plus gros dilemmes avant la Coupe du Monde. Est-ce que la France jouera à 3 défenseurs ou à 4 défenseurs? Parce que tous les matchs pré-Coupe du Monde, ils ont joué avec 3 défenseurs. Et Didier Deschamps a dit, ne vous inquiétez pas, je jouerai avec 4 défenseurs. Quand on sait très bien que le système de Dédé, dès qu'il a les 4 défenseurs derrière, il sait qui il va choisir. Et il sait déjà que cette solidité qu'il cherche, il va la trouver. Et là, c'est là que je m'inquiète un petit peu pour le Maroc. Donc maintenant, penchons-nous un tout petit peu plus sur le Maroc. Maintenant, si on analyse le jeu du Maroc, qu'est-ce qu'on peut dire du jeu du Maroc? Le jeu du Maroc, c'est une discipline tactique, une discipline défensive, une discipline athlétique où ils sont maîtres du jeu. C'est-à-dire que les Marocains, ils jouent sans complexe devant toi. Ils savent ce qu'ils ont, ils savent qui ils sont. Ils veulent pas venir jouer comme l'Espagne. Ils veulent pas venir jouer comme l'Allemagne. Ils jouent comme eux, ils savent jouer. Ils ont des joueurs de haut niveau qui jouent dans des grands clubs, qui savent ce que c'est le haut niveau et qui peuvent s'adapter selon l'adversité. Et là, on voit une équipe marocaine qui, grâce à ce que j'appelle le triangle magique, a un milieu de terrain très fort, athlétiquement et techniquement parlant. Je parle bien sûr de Amrabat, Ounahi et Amala, associés avec des ailiers explosifs, techniques, de très bons dribbleurs, Bouffal et Ziyech, et un attaquant, un neuf. Pas le meilleur neuf, mais beaucoup mieux que beaucoup de neufs dans cette compétition, Youssef El Nessiri. Donc franchement, on a une équipe marocaine concrète qui, ils savent où ils vont, ils savent ce qu'ils ont, ils vont pas essayer de changer. C'est l'équipe après, je pense sur les 32 équipes présentes dans la compétition, c'est la 31e en termes de possession. C'est-à-dire que eux, ils ne gardent pas la balle, ils te la laissent. Et je pense que c'est ça peut-être l'avantage face à la France, où ils savent ce qu'ils sont, ils savent ce qu'ils ont à faire. C'est tout. C'est tout. Ils savent ce qu'ils ont à faire. Ils n'ont pas besoin de la balle. Mais le jeu du Maroc a une chose que beaucoup d'équipes dans cette compétition auraient aimé. Pour moi, je pense que beaucoup d'équipes dans cette compétition envient le Maroc, c'est les sorties de balles. Les sorties de balles du Maroc, c'est de l'or. Et c'est de l'or. Parce que quand on regarde la technique des joueurs, Amrabat, techniquement et athlétiquement parlant, dès qu'il se retourne et qu'il veut lancer Ounahi et Amala, Amala qui lui n'est pas trop offensif, Amala qui est toujours en support d'Amrabat, mais Amrabat qui est tellement athlétique, dès qu'il casse une ligne, Ounahi est devant. Ounahi est devant et il y a les deux ailiers qui sont déjà, parce que eux qui font un pressing défensif énorme, parce que eux ils travaillent énormément sur les côtés, Ziyech et Bouffal. Ils sont très bas. Amrabat, dès qu'il trouve Ounahi, Amala en support, ça donne le temps aux ailiers de monter. Et donc là, et les ailiers, quand ils montent, ils sont un petit peu ils referment un peu le jeu afin que les latéraux, parce que les ailiers, dès qu'ils referment le jeu, les latéraux de l'équipe en face vont un petit peu les suivre, ce qui va libérer l'espace sur le côté. Donc on va trouver facilement Achraf Hakimi et le latéral gauche marocain. Pardonnez-moi, mais je ne connais pas trop bien son nom. Donc, c'est vraiment une lecture tactique parfaite de la part de l'entraîneur Regragui, qui, pour beaucoup de gens, laissez-moi déjà vous présenter l'homme qu'il est. Walid Regragui, il vient de remporter la Ligue des champions africaine avec le Casablanca, l'équipe de Casablanca. Et il avait cette discipline-là. Il avait cette discipline dans cette équipe. Et c'est quelques semaines avant la Coupe du Monde qu'il a été embauché. C'est-à-dire qu'il n'était même pas l'entraîneur de l'équipe avant
pendant les périodes d'élimination. Et là, pour beaucoup de gens ne le savent pas, Ziyech ne faisait plus partie de la sélection. C'est grâce à Regragui qu'il est revenu en sélection. Et quand on voit son niveau, avec Hakimi, le côté qu'il est en train de créer, c'est exceptionnel. Donc, Walid Regragui a instauré dans cette équipe marocaine de la discipline, de la rigueur. Et franchement, ils peuvent être qu'une seule chose, ils peuvent être fiers d'eux. Ils peuvent être fiers de ce qu'ils sont en train d'accomplir. Leur jeu est techniquement et athlétiquement complet. Et ils ont la capacité pour. Youssef El Nesseri, dans un beau jour, il peut marquer de partout et il est très bon de la tête et il défend énormément. Donc, comme je vous dis, franchement, ça va être un jeu mental, comme pour l'Argentine face à la Croatie. Les deux équipes vont se craindre énormément, mais pour moi, la première équipe qui gagne, la première équipe qui marque, gagne ce match. Donc, mon petit pronostic, moi, mon avis à moi, j'aimerais, mais on sait tous, et on va pas se mentir, c'est comme pour l'Argentine face à la Croatie. On a tous l'impression qu'il y aura la France en finale. Et c'est pour ça que je dis France. Parce que je pense que si le Maroc fait l'erreur de laisser le ballon à la France, comme ils le font dans différentes équipes, la France, à la différence des autres équipes, la France, ils ont un homme en plus du trio offensif. Et cet homme-là, c'est l'homme de l'ombre. Et c'est Antoine Griezmann qui a retrouvé un superbe niveau durant cette Coupe du Monde. Et s'il laisse trop de ballons à Griezmann, Griezmann, il peut finir. Et Griezmann, il peut être collé. Et il est très collectif. Donc je pense que ce serait une erreur. Mais bon, on verra. On n'est pas là. On ne sait pas comment ça va se passer. Dans quel état d'esprit sera Griezmann aussi pour ce match. Est-ce que les équipes se créent pas un tout petit peu? On ne sait pas. Mais comme je le dis, comme pour l'Argentine face à la Croatie, la première équipe qui marque gagnera ce match sans problème. Donc, ça a été un plaisir de vous faire cette vidéo. Likez, partagez, commentez, abonnez-vous à la chaîne. C'est juste là. Donc, franchement, quel plaisir cette Coupe du Monde nous a offert. Même si on n'était pas trop excité au début, mais franchement, on s'est amusé. Et c'est un plaisir pour moi de vous faire mes vidéos. Donc, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.